Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur la chaîne YouTube La Tronche en Biais. Et le sujet, c'est la mémoire de l'eau partie 2. C'est la vidéo que j'ai trouvée la plus intéressante à commenter. Euh, j'ai été prof de lycée professionnel, de BTS en architecture, en aménagement intérieur, tout ce qui était fabrication de plans, résistance des matériaux, ce qu'on appelle RDM. Voilà pour une présentation rapide. Donc cette personne fait une vidéo, bien sûr il va parler du professeur Montagnier dans sa vidéo, et c'est pour ça que ça m'intéressait, puisque en ce moment il y a une grosse polémique autour de ses affirmations et de ses découvertes possibles, vraies ou non, je ne sais pas, sur l'origine du virus que tout le monde subit en ce moment. Et donc ça m'intéressait assez de faire une vidéo sur ça, puisque je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc on va commencer très simplement. Il n'y a pas de montage, je fais ça en direct. Je ne veux pas qu'il y ait de coupure, je ne veux pas qu'il y ait de fioritures pour venir arranger ou changer les choses. Voilà, je préfère faire ça en direct. Si je fais des erreurs, c'est comme ça. Et je tiens à préciser que tout ce que je dis n'est que mon humble avis, que je ne suis pas médecin, je ne suis pas chercheur. C'est juste des conclusions personnelles et je n'affirme rien. Voilà, c'est juste mon avis. Le pouvoir des hautes dilutions à produire un effet sur un système biologique est toutefois passé de mode et nous sommes dans une deuxième phase avec l'allégation qu'une solution hautement diluée conserve une signature électromagnétique que l'on peut enregistrer et transmettre à volonté. Déjà, j'aime bien le mot allégation qui a déjà une petite tendance négative. Hein, une allégation, c'est quelque chose qui n'est pas certain, qui est voilà. Donc déjà, on commence et déjà dans le champ lexical, on peut sentir sa position. Une allégation. Via Internet pour transformer un simple verre d'eau en... On va quand même parler du professeur Montagnier, prix Nobel. Déjà, il commence sur un sujet où ça va être un professeur prix Nobel, une allégation. Je trouve le champ lexical un peu particulier. Une préparation Surtout pour un zététicien. homéopathique. Ah, toute la vidéo, vous verrez, il a des petits gestes de tête pour appuyer ce qu'il dit, c'est-à-dire les petits styles, vous voyez. Donc voilà, c'est déjà, je trouve ça, déjà pour commencer, quand on se parle, on dit qu'on est quelqu'un de rigoureux, on va essayer d'avoir un visage neutre, on va essayer d'être neutre dans sa position, et on va expliciter sa position par des faits, et non pas par des mimiques, pour essayer ou présenter ce qu'il dit. On va aussi parler de téléportation d'ADN. Chose qui est totalement fausse. Je vous mettrai en lien dessous un reportage sur le professeur Montagnier et ses expériences sur la mémoire de l'eau. Et il n'y a pas du tout de téléportation. On parle de transmettre un fichier par Internet à un autre laboratoire qui va devoir, à partir de ce fichier audio, reconstituer un ADN. Donc il n'y a pas de téléportation. Encore une fois, le champ lexical, téléportation, ça donne l'impression que c'est quelque chose qui n'existe pas. Et c'est encore une manière de déjà décrédibiliser les faits avant même d'avoir commencé. Générique. Bien sûr, il continue avec ses petites têtes. Hein. Excusez-moi, si on prétend quelqu'un qui est précis, concis et qui se base sur des faits, on ne commence pas à faire ses petites têtes comme ça avant même de commencer la vidéo. On reste sérieux, on reste neutre, on fait une thèse, antithèse et on tire sa conclusion. À la conclusion, si on veut, on peut dire ce qu'on veut, mais pas en commençant. Tronche de fake, ça s'appelle tronche de fake. Je ferai pas de commentaires. Reprenons. Jacques Benveniste croit tenir la preuve qu'une solution sans soluté peut avoir un effet biologique. Même si la communauté des scientifiques estime qu'il se trompe, que ses protocoles sont douteux, même si les tentatives de réplication sont rarement un succès et jamais bien solides, il choisit de poursuivre la réflexion en partant. Alors déjà, il commence par décrédibiliser totalement cette expérience. Il affirme que ce n'est pas reproduisible, que ça ne marche pas. Il commence déjà par ça. Au lieu d'exprimer les faits clairement, point, il commence déjà par décrédibiliser les faits. Ensuite, on peut voir qu'il y a une atmosphère qui est créée, atmosphère pour lui donner un poids, une petite blouse blanche de médecin. Vous voyez, moi j'ai juste mis un t-shirt blanc, j'ai pas changé mon environnement, je suis ingénieur du son. À côté de ça, j'ai été prof en BTS,
Je ne vais pas commencer à essayer de changer les choses pour donner une impression. C'est comme le champ lexical. Ça permet de manipuler inconsciemment ce que les gens vont penser pour moi. Du principe qu'il a raison. D'accord. Partons du principe qu'il a raison. Déjà, toujours ces petites mimiques. Une solution sans soluté a un effet, c'est que la solution contient, sous une forme ou sous une autre, l'information de l'activité en question. Il imagine que cette information peut être un signal électromagnétique, et c'est exactement ce qu'il trouve. Alors ça, si c'est pas de la chance, ce coup de pas. Peut-être que cette personne avait des pistes, peut-être que cette personne avait déjà fait des recherches, peut-être que cette personne... Là, on commence déjà à décrédibiliser la chose par un coup de bol qui n'est pas forcément un coup de bol. Il ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête, il ne sait pas s'il n'a pas fait des recherches avant, il n'en sait rien, d'accord? Et peut-être qu'il est tombé juste sur son hypothèse parce que c'était un grand scientifique. Donc déjà, commencer à décrédibiliser les choses de cette manière, ça ne va pas pour moi. En 1992, il montre devant différents chercheurs invités dans son laboratoire comment il capte le signal d'une solution hautement diluée d'ovalbumine et transfère le signal vers un récipient contenant de l'eau et un cœur allergique à cette substance, lequel subit un choc allergique. Source. En 1994, il dépose un brevet intitulé « Procédés et dispositifs de transmission sous forme de signal de l'activité biologique d'une matière porteuse à une autre matière porteuse et de traitement d'un tel signal et produits obtenus avec un tel procédé. » 1994. Ça remonte un peu. L'année suivante, son équipe publie dans le journal Phaseb les résultats d'une expérience au cours de laquelle il enregistre sur ordinateur le signal d'une substance en solution, ovalbumine ou acétylcholine, puis utilise cet enregistrement pour transmettre le signal à de l'eau. On va y revenir. En 1997, c'est la première transmission à distance d'une propriété biochimique à travers l'Atlantique, de Clamart à Chicago. Alors pour moi, c'est mal expliqué. Il n'y a pas de transmission de propriété à distance. Cette personne, en fait, enregistre, met en contact avec de l'eau n'importe quelle substance, microbe. Le professeur Montagnier va le faire avec le VIH. Comme il pense que l'eau peut enregistrer et avoir la mémoire de la substance à laquelle elle était en contact, il met comme un microphone en dessous de l'eau et il va enregistrer les signaux électromagnétiques. Ces signaux-là sont juste transmis par Internet. C'est comme si on envoyait un mail. Donc c'est juste, on envoie à quelqu'un d'autre cette information par mail, cet enregistrement audio, et on va essayer de réappliquer en faisant écouter à l'eau de l'autre côté, à l'autre endroit de la planète, n'importe où. On va essayer on va jouer donc cet enregistrement audio à l'eau, et si ça marche, ça veut dire que l'eau a une mémoire et peut reprendre cet enregistrement et être modifié par cet enregistrement audio. Voilà, donc il n'y a pas de transmission ou je sais pas quoi. Je peux vous dire que sur le papier, ça claque sa mère, ça a drôlement de la gueule. En fait, ça n'est pas l'eau qui est un... Sur le papier. Encore un champ lexical pour décrédibiliser. Sur le papier. Important. Qui est importante. C'est un petit peu la comparaison. L'eau se comporte comme une bande magnétique liquide. Et lorsque vous enregistrez quelque chose, c'est pas la bande magnétique qui est importante, c'est ce que vous enregistrez dessus. Ce qui est important, c'est pas l'eau, c'est le message que les molécules laissent dans l'eau. C'est là-dessus que nous avons travaillé par la suite. L'étape suivante a été de transférer cette information magnétique par un amplificateur, comme on le fait pour le son. Donc ça, c'est le petit microphone qui va enregistrer. Et en fait, vous l'avez vu, c'est un signal wave. Et ce signal wave va être rejoué sur un autre tube avec de l'eau pure. Et l'eau va enregistrer ce signal. Voilà, nous sommes dans un monde d'ondes. Pourquoi l'eau ne pourrait pas enregistrer un signal? Nous sommes aperçus que nous arrivions à transférer par un amplificateur dans une bande sonore, c'est-à-dire une bande comprise entre 0 et 20 kHz pour être schématique, donc la bande que nous utilisons habituellement pour parler, pour téléphoner ou pour faire de la musique, et bien que nous transportions cette activité spécifique d'un tube à un autre, à travers un fil. Et puis il y a environ 18 mois, nous avons franchi l'étape supplémentaire, c'est-à-dire que puisque c'était un son, finalement, puisque finalement les molécules se parlent par des ondes sonores, elles se parlent comme nous parlons, par des vibrations, et elles entrent en résonance
si elles ont la même vibration, eh bien, nous avons enregistré cela sur un disque dur d'ordinateur par l'intermédiaire d'une carte son, comme on peut le faire avec un ordinateur multimédia. Et puis l'étape suivante que nous avons maintenant réalisée et que nous réalisons en routine, c'est évidemment de transférer ces dossiers d'ordinateur à ordinateur par Internet, exactement comme n'importe quel autre dossier. Vous voyez qu'il n'y a pas de téléportation. Déjà, le mot utilisé au début, téléportation, est complètement malhonnête. Médecine du futur, il y a deux conséquences. La première, c'est que le médicament pourra être administré par téléphone, inscrit sur une carte à puce, qu'une molécule est simplement biologiquement active dans sa fonction de signal et est simplement un émetteur d'ondes kilohertziennes. Donc à partir de là, ce que la molécule elle-même n'a aucune importance. Ensuite, l'équipe sort deux papiers qui ne font guère sensation dans la communauté scientifique. Toutefois, en 2001, l'intérêt du gouvernement américain est piqué. Le département de la Défense souhaite vérifier cette histoire. C'est une forme de consécration. Benveniste est pris au sérieux. Un financement est débloqué pour que des chercheurs de plusieurs laboratoires passent des semaines à vérifier ces hypothèses. Pour ceux qui ne réfléchissent qu'en termes d'intérêt personnel, larvés des chercheurs, en quête d'argent ou de gloire, ici c'est clair. Toutes les personnes impliquées et les décideurs avaient personnellement intérêt à prouver que Benveniste a raison pour justifier cette dépense et ouvrir de nouveaux programmes de recherche. Encore une fois, une mimique, hein, style ce qu'il dit c'est une évidence. Non, ce n'est pas une évidence. Il y a des recherches qui ont été rachetées, on le sait dans l'histoire, il y a des recherches qui ont été rachetées par des gouvernements, par des laboratoires, pour justement enterrer ces recherches. Parce qu'il faut bien comprendre que si cette théorie de la mémoire de l'eau est valable, on va pouvoir soigner des gens en mettant en contact une molécule d'un médicament avec de l'eau, et on n'aura plus besoin du médicament. Donc vous vous rendez bien compte que ça voudrait dire que l'industrie pharmaceutique va être caduque. Elle ne pourra plus faire d'argent. C'est comme Tesla avec l'énergie libre, ça serait des médicaments libres pour tout le monde. Donc on peut très bien comprendre qu'un gouvernement ait intérêt à récupérer ses travaux pour ou les garder pour soi, ou les enterrer parce qu'un lobbying derrière et des grandes industries ne veulent pas que ça sorte. Donc sa théorie, avec son petite mimique, ne veut rien dire. L'étude démarre au National Institute of Health à Bethesda. Déjà, si les Américains s'y intéressent, excusez-moi, mais les Américains et le gouvernement américain, c'est pas des idiots. Donc s'ils s'intéressent à un sujet, c'est que probablement, ils vont pas s'intéresser à un sujet si c'est totalement idiot et que ça n'a aucune chance. Donc pour moi, justement, le fait que les Américains s'y intéressent, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Je pense, enfin, honnêtement. Le protocole est validé par Benveniste, qui a sur ce projet un rôle de consultant. Il sera même sur place quelques jours avec deux collaborateurs, Didier Guillonnet et Jamal Aïssa, pour la mise au point des premiers tests et la production des premiers résultats. Les tests sont automatisés de manière à réduire au maximum les... Phrase très importante, les tests sont automatisés. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement pas d'intervention des consultants ou des gens du laboratoire pour éliminer les erreurs. Vous allez voir pourquoi ça a son importance derrière. Lié à l'expérimentateur. Ils parviennent à reproduire l'effet observé en France, mais seulement quand l'un des deux collaborateurs, Jamal Aïssa, est physiquement présent. Dès le départ des Français, les effets disparaissent. Pareil, encore une fois, les effets disparaissent. Il vient de dire que le système était automatisé. Donc théoriquement, si c'est automatisé, qu'il soit présent ou pas, ça ne change rien sur les effets. Oh bah c'est vraiment dommage. Est-ce que... Si on est une personne qui fait de la zététique, je crois que c'est ça le mot, j'ai du mal avec ce mot, ça me perturbe, on ne va pas rajouter des petites phrases, des petits sketchs au milieu de son travail. On est quelqu'un de sérieux, il a une blouse blanche, non, il veut donner une impression de sérieux. Alors pourquoi rajouter des espèces de petits sketchs pour ridiculiser la théorie avant même d'arriver à la conclusion? Ça me pose un gros problème d'honnêteté. J'ai le droit intellectuel. de dire que je trouve que c'est un peu dommage. C'est dommage. Benveniste lui-même admet qu'il existe un effet expérimentateur. Selon lui, en effet, deux points ouvrés les guillemets, certains individus obtiennent systématiquement des effets du signal numérique et d'autres n'en obtiennent pas ou les bloquent. Ça, on n'en sait rien. Il y a un effet placebo. On ne comprend pas comment marche l'effet placebo.
Il y a un effet non placebo qui est, je ne sais plus si c'est ça le terme exact, mais qui est l'inverse, c'est-à-dire que des gens à qui on a donné de l'eau et du sucre dans une expérimentation de médicaments vont avoir les effets indésirables alors qu'on leur a donné de l'eau et du sucre. Donc il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Est-ce qu'il est possible que le fait que quelqu'un y croit ou pas ait une influence? On ne peut pas avoir plus de on peut pas avoir plus de conclusions que ça. C'est possible qu'il y ait un effet placebo dans la science ou l'inverse. On ne sait pas. Intéressant. Les auteurs de l'étude publiée en 2006 déclarent n'avoir pas observé de pratique de nature à altérer les résultats de la part de Jamal Aissa. Donc les autorités qui ont suivi l'étude déclarent qu'il n'y a pas eu de manipulation. Je redis clairement ce qu'il a dit parce que je pense qu'il ne veut pas le dire, qu'il n'y a pas eu de manipulation de la part des personnes françaises qui sont venues pour assister à l'étude et les aider, des consultants. Il n'y a pas eu de manipulation. C'est le laboratoire de recherche qui le dit. Précise, et c'est amusant qu'ils aient voulu le préciser, hein. Ils précisent aussi ne pas être en mesure d'affirmer que ça n'a pas eu lieu. Ah ouais. Bah non, on ne peut pas affirmer que ça n'a pas eu lieu. Si on n'a pas chopé quelqu'un en train de tricher, il peut toujours y avoir une fond de pensée en disant que peut-être. Mais je rappelle que, qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure? Que les tests étaient automatisés. Ça veut dire qu'il n'y a pratiquement pas d'intervention d'un laborantin ou de quelqu'un et que tout est automatique pour éviter l'erreur ou la manipulation. Donc, ça se contredit. Ce travail Ah ouais! américain aboutit à une publication en 2006, après la mort de Jacques Benveniste, dont la conclusion est « Notre équipe n'a pu répliquer aucun effet dû aux signaux numérisés. » Source. Or, dans une vidéo de 2007 enregistrée avec le fils de Jacques Benveniste, Jamal Aissa fait un compte-rendu très différent de cette étude américaine. Regardez bien. Nous avons fait une quarantaine d'expériences codées. Donc il y a eu je crois, 10 consultants dans différents domaines, d'immunologie à l'informatique, sociologie, psychologie. Et donc les résultats ont marché vraiment compréhensibles, avec une probabilité de 0,00. Et vous l'avez Les fait, résultats sont publiés. vous l'avez fait au Ils sont Pentagone sur sur invitation du Dans Pentagone, le Pentagone. Donc il y a une agence américaine financée par le Pentagone pour reproduire cette. qui sont intéressés par ce genre de développement. Donc elle Bien. est reproduite à 100%. D'ailleurs, les résultats ont été publiés dans la FSM. Je ne suis pas en mesure de vous expliquer le décalage complet entre cette déclaration et la conclusion de l'article publié dans FASEB. C'est un grand mystère. C'est un grand mystère. En 2004, Jacques Benveniste meurt, mais ses idées lui survivent, et un autre personnage controversé va prendre... Alors déjà, on commence. Je vais finir sur l'autre et je vais revenir sur le personnage controversé. Donc je crois que juste un peu plus tard, ces conclusions vont être de dire... Donc on va juste revenir sur le personnage controversé, je pense que c'est le professeur Montagnier. Déjà, si on commence à présenter quelqu'un en disant un personnage controversé, les attaques personnelles, les sophismes, ça se fait pas quand on est rigoureux. En seconde année de lycée, si quand vous commencez la philo, dans un devoir, vous mettez des sophismes comme explication ou comme logique, vous allez avoir 0. Ça se fait pas. Donc on ne va pas commencer à décrédibiliser quelqu'un par une attaque personnelle en utilisant des mots négatifs avant même d'avoir présenté la personne. Prendre le flambeau, Luc Montagnier. En 2008, Luc Montagnier partage avec Françoise Barré-Sinoussi et Harald Zurhausen le prix Nobel de médecine pour la découverte du virus du sida dans les années 80. Quelqu'un qui est décrédibilisé, hein. Prix Nobel, mais il est décrédibilisé. Dès l'année qui suit, Montagnier publie un papier sur lequel on retrouve le nom de Jamal Aissa. Il a repris un collaborateur qui avait de l'expérience dans ce domaine. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de grave ou de quoi que ce soit. Ce papier prétend présenter rien moins que la découverte d'une nouvelle... Prétend, encore une fois, un champ lexical. Donc, un prix Nobel publie quelque chose, mais il se permet de dire prétendre. Jusqu'à maintenant, on n'a pas prouvé que M. Montagnier avait triché sur quoi que ce soit dans aucun de ses travaux. Donc, il ne prétend pas. Il est arrivé à la conclusion que, encore une fois, un champ lexical dépréciateur alors qu'il n'a pas lieu d'être dans un travail rigoureux et précis. Nouvelle propriété de l'ADN, la capacité de certaines séquences à émettre un signal
électromagnétique. Ici, quand un ADN bactérien est hautement dilué, et seulement quand il est hautement dilué, la solution émettrait un signal électromagnétique détectable par l'appareil inventé par Benveniste. Pour une découverte aussi épatante, on pourrait s'attendre à ce que le réputé Luc Montagnier impressionne tout le monde par une publication dans une revue prestigieuse, comme l'avait fait Benveniste à son époque. Mais il fait le choix de faire passer cet article dans une petite revue qu'il avait. On peut comprendre le choix de le faire passer dans une petite revue, qu'il soit le président de cette revue ou qu'il ait créé cette revue, vu que la personne avant lui, ayant publié dans des grandes revues, s'est fait déchirer. C'est fait par la doxa et par tout le monde, c'est fait démonter. Donc on peut comprendre la tendance à ne pas vouloir forcément aller publier dans une grande revue. Je rappelle que la plupart des grandes revues ou des grands comités de lecture scientifiques ne sont pas indépendants. Ils sont trop gênés et perclus de conflits d'intérêts par les personnes qui les composent avec l'industrie pharmaceutique. Donc, dire que ces comités de lecture sont totalement indépendants, c'est totalement faux. Et la plupart du temps, ils se connaissent entre eux. Et après, on va parler aussi d'autres choses. Quand, comme la peur du premier de la classe, théorisée par Idriss Adberkan, qui, à mon avis, joue un grand rôle. Et participé lui-même à créer quelques mois plus tôt. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe, non, ça ne veut pas dire grand-chose. Beaucoup de personnes qui publient dans des revues ou de scientifiques qui publient dans les revues connaissent, parce qu'ils se connaissent tous, connaissent les gens qui sont dans le comité de lecture. Et on a eu des dizaines de fois des preuves où il y avait des conflits d'intérêts entre la personne qui publiait et les grands comités de lecture. Donc est-ce que c'est n'a à voir qu'avec ce cas? Non, c'est pratiquement tout le temps le cas. Il est président du comité éditorial. En gros, il dirige cette revue. Autrement dit, Montagnier a court-circuité le système de revue par les pairs qui est le garant par les pairs. Les pairs qui sont en général liés au laboratoire pharmaceutique et toutes ces grandes revues qui sont des gens qui vont... Je vais prendre un exemple. Quand on a découvert que la Terre était ronde, la personne n'a pas été crue du tout. Ça a même été complètement décrié. On l'a traité de fou et compagnie. Le médecin qui a découvert l'asepsie est même allé en hôpital psychiatrique parce que ses pairs disaient que c'était faux. Donc vous pouvez regarder les travaux d'Idriss Adberkan. Je mettrai des exemples en dessous où il explique très bien que on a une certaine tendance, et c'est sa formule à lui, de dire qu'une idée nouvelle est en général idiote, passe par 3 étapes. Idiote, dangereuse, géniale. Voilà. Là, on est à la première étape, c'est idiote. Voilà. Et c'est souvent le cas sur une idée révolutionnaire. Et on peut voir ça partout dans l'histoire. De la rigueur d'un papier scientifique. Ça devrait poser problème à tout le monde. Ça ne pose pas de problème à tout le monde que la plupart des revues scientifiques, il y ait des conflits d'intérêts entre les personnes qui sont au comité de lecture et les personnes qui publient, ou que ces personnes qui soient dans le comité de lecture, il y ait des liens d'intérêt, ce que j'appelle des conflits d'intérêts, parce qu'un lien d'intérêt, c'est un conflit d'intérêt permanent avec les laboratoires. C'est grave. D'ailleurs, beaucoup de médicaments qui ont fait scandale ont été mis sur le marché par cette méthode. Prescrit et même tristement transparent, je cite. Ce papier a été soumis le 3 janvier 2009, revu le 5 janvier 2009 et accepté pour publication le 6 janvier 2009. Le processus de publication, qui prend souvent entre 3 et 6 mois, a ici été réduit à 3 jours. C'est impressionnant, mais pas dans le bon sens, quoi. Ça la fout mal, en fait. C'est très important. Ça la fout mal, pas forcément, il peut y avoir plein de raisons, si le papier était particulièrement clair, si ce qu'il disait était particulièrement clair, voilà, ça a été publié. Ah, je rappellerai aussi une petite anecdote, c'est que Einstein a voulu publier dans un journal, et quand on lui a dit qu'il fallait que ça soit révisé par un comité de lecture, il a dit, bon, bah, puisque vous voulez pas mon papier, je le retire et je le publierai ailleurs. Donc une personne comme Einstein refusait d'être lu par un comité de lecture. Pour lui, il avait le droit de publier une recherche qu'il avait faite, et c'est après qu'on pouvait dire ce qu'on voulait ou réviser sa thèse. Mais Einstein était contre les comités de lecture, et je pense pas que c'était un idiot. Embêtant, sur un sujet pareil, les auteurs d'un papier solide auraient dû vouloir être irréprochables. Ils auraient dû vouloir éliminer l'hypothèse que l'on est forcé d'avoir à l'esprit. C'est sur ces travaux qu'il faut être irréprochable.
Et le professeur Montagnier, je vous mettrai en lien sous la vidéo un reportage sur la mémoire de l'eau avec le professeur Montagnier. Un reportage très très bien fait. Et ça démontre qu'il a quand même une rigueur assez poussée. Et on n'est pas prix Nobel par hasard. Donc c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien les méthodes de rigueur scientifique, excusez-moi. Donc voilà, pour moi ça tient pas. Qui est que ce papier est trop mauvais pour être accepté dans une revue sérieuse. Non, c'est pas parce qu'il était mauvais qu'il a forcément pas été mis dans une revue scientifique. Je viens de l'expliquer, il a peut-être pas mis dans une revue scientifique classique parce qu'il savait très bien qu'il y avait déjà une doxa qui était contre son idée, qui était contre ça, qui avait déjà agi avant contre cette idée, parce qu'il ne voulait pas admettre cette nouveauté. Je rappelle Idriss Aberkan, idiot, dangereux, révolutionnaire. Donc on était à la phase de idiot, et voyant que les comités, que la doxa scientifique ne voulait pas de cette idée et l'a refusée, on peut comprendre très bien pourquoi. Les comités de lecture sont reliés au laboratoire pharmaceutique et à la science en général. Ok, mais ça passe pas forcément. C'est une idée nouvelle va des fois être rejetée, comme ça a été on a des centaines d'exemples dans l'histoire. Donc pour moi son argument n'est pas bon. Et indépendante de ses auteurs. Ça la fout mal. C'est vraiment très embêtant. Encore une fois, les petits mises en scène qui sont pour quelqu'un qui doit avoir de la rigueur dans son travail, c'est son créneau, la rigueur. Ça me laisse vraiment douteux. Plus tard, la même année, en 2009, il sort un deuxième article, encore très étonnant, et encore dans la même revue qu'il dirige. Enfin, c'est pas vrai, comme à quoi est-ce qu'il pense? C'est vraiment des coups à rendre les gens suspicieux. Suspicieux pour soi, il n'y a que toi qui es suspicieux. Vous pouvez voir aussi Idriss Aberkan qui parle du syndrome du premier de la classe. À mon avis, on est tout à fait dans le syndrome du premier de la classe pour cette personne. Dans cet article, Luc Montagnier prétend être capable de détecter dans le sang de malades traités pour le sida un signal électromagnétique spécifique du virus. C'est tout à fait révolutionnaire. En d'autres termes, l'appareil inventé par Benveniste sous les bons soins de Montagnier permet de détecter un virus qui... Il n'y a pas d'appareil qui a été inventé par Benveniste, il n'y a pas d'appareil. En fait, c'est juste un microphone qui enregistre, il n'a pas inventé d'appareil. C'est une théorie qui n'a pas besoin d'appareillage. Pratiquement tout le monde pourrait refaire cette expérience. C'est juste un microphone qui va enregistrer l'onde électromagnétique, le bruit de l'eau. Voilà, donc il n'y a pas d'appareil inventé, il n'y a aucune invention d'appareil. C'est une théorie qui est inventée, mais pas d'appareil. Qui ne circule pas dans le corps et qui n'est pas visible. D'ailleurs, le reportage sur Monsieur Montagnier que je vais vous mettre en dessous est justement sur cette théorie avec le virus du VIH, de l'ADN avec d'un malade qui a le virus du VIH. C'est justement sur cette thèse qu'est le reportage, qui est particulièrement bien fait et très intéressant. Je vous le mets dessous pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Voilà, vous allez pouvoir regarder le reportage sur Monsieur Montagnier et vous faire votre propre opinion. D'ailleurs, sous sa vidéo, il n'y a pas il n'a pas mis les reportages, il n'a pas mis de documentation de Monsieur Montagnier, il n'a rien mis, il n'y a rien. Il n'y a que sa propre publicité et ses liens pour lui donner de l'argent. Mais à part ça, il n'y a rien du professeur Montagnier, il n'y a pas ses expériences, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de reportage, rien. Je trouve ça douteux aussi pour quelqu'un qui se dit de grande rigueur. Par d'autres méthodes. Waouh! C'est une découverte énorme qui n'a absolument aucun retentissement, puisque en 2010, l'année suivante, Luc Montagnier s'exile pour continuer ses travaux en Chine, à l'université Yaotong. Encore une fois, le champ lexical. Exilé. Exilé, ça voudrait dire qu'il est parti parce qu'il avait des raisons. Non, il est bien évident que pour un sujet qui dérange l'industrie, puisque ça peut ruiner l'industrie pharmaceutique, il ne va pas avoir de financement. Sachant que la principale source de fonds des recherches, maintenant, c'est le financement privé, et que ça vient des laboratoires pharmaceutiques, évidemment que les labos ne vont pas financer des recherches qui peuvent les faire couler. C'est une évidence. Donc l'argument est complètement faux. Peut-être qu'il est parti en Chine parce qu'il avait plus de liberté. Peut-être qu'il est parti en Chine parce qu'il y avait des financements. Donc cet argument-là, pour moi, n'est pas valable non plus. De Shanghai. À savoir qu'en ce moment, les Chinois sont parmi les plus avancés et les meilleurs en recherche. Donc ça peut expliquer aussi pourquoi il est parti là-bas. C'est parfaitement logique.
Oui, oui, c'est parfaitement logique, effectivement. Encore une fois, les petites mimiques, c'est parfaitement logique. Avec ces petites mimiques, hein, les yeux tournés vers le côté pour essayer de décrédibiliser. Sur quelqu'un qui est sérieux et qui fait de la zététique, hein, c'est franchement chapeau. Ou pas. Sur l'antenne de... Vous avez remarqué le livre avec marqué pseudo-science? Ça encore, c'est même... Ça pour moi, pour quelqu'un qui se dit particulièrement consciencieux, excusez-moi, on dirait presque une image subliminale. C'est-à-dire qu'il met une seconde un livre où il y a marqué pseudo-science. Mais ça veut dire quoi? C'est là, on est dans l'escroquerie totale. Cette personne, pour moi, commence à être, c'est mon opinion, commence à être malhonnête. de France Inter, le 2 mai 2010, Luc Montagnier affirme que Benveniste est un grand chercheur et que l'affaire de la mémoire de l'eau est, je cite, aussi importante que l'affaire Galilée. Oui, effectivement. Vous vous rendez compte, si la mémoire de l'eau est réelle et que ce qu'il dit est réel, c'est-à-dire qu'on pourrait à la fois se transmettre des données par de l'eau, on pourrait transvaser le principe actif de n'importe quel médicament par de l'eau, on pourrait... Donc oui, c'est comme l'énergie libre de Tesla. C'est une révolution totale. C'est-à-dire que ça chamboulerait complètement notre monde et ça mettrait les médicaments gratuits pour la planète. Donc effectivement, c'est plus qu'une révolution. Et je crois qu'un jour et prochain, il sera complètement réhabilité. Et je pense que c'est une affaire aussi importante que l'affaire Galilée. Je suis quand même assez isolé en biologie parce que là, il faut une révolution mentale, n'est-ce pas? Les biologistes en sont restés encore à Descartes. Descartes, l'animal-machine, les rouages, les engrenages. Or, après Descartes, il y a eu Newton. Excusez-moi, il m'énerve tellement qu'à un moment donné, je suis obligé d'amplifier ces mimiques parce que je trouve ça tellement ridicule pour quelqu'un qui se dit particulièrement rigoureux. La gravité, une force qui se transmet à distance. Il y a eu Maxwell, la découverte des ondes électromagnétiques. Donc tout ceci, les biologistes l'ignorent totalement. Voilà, et dans une interview pour le journal Science, il affirme que sa technique permet de suspecter des infections bactériennes invisibles, chez notamment les autistes. Il ajoute que l'on devrait pouvoir utiliser des signaux électromagnétiques. Alors, dans la vidéo que vous aurez sur la mémoire de l'eau, le reportage sur le professeur Montagnier, vous verrez qu'apparemment, oui, ils ont soigné des autistes et que des médecins disent que ça marche avec des antibiotiques. Donc là-dessus, encore une fois, il y a des médecins qui disent que ça marche, qui ont soigné, il y a même des témoignages d'enfants qui ont été soignés et des parents qui affirment que leur enfant n'est plus autiste après avoir été soigné. Et donc, ça confirmerait ce que dit le professeur Montagnier, malgré que ceci lui déplaise. C'est vachement bien ça. C'est vachement bien ça, mais ça... Je comprends même pas son attitude. Je trouve ça tellement déplorable de sa part. Je comprends même pas cette attitude-là. Oui, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Oui, peut-être qu'on peut soigner. On sait que les ondes ont un effet sur les gens. On sait qu'on est fait de champs électromagnétiques. On sait qu'on a un éthérite. On sait qu'on a... Voilà, dans le bouddhisme, on dit qu'on a une aura. Donc tout ça sont des ondes. On est dans un monde d'ondes. Pourquoi les ondes ne pourraient pas soigner l'être humain ? Vous l'avez, il y a beaucoup de gens qui croient à l'application des mains, il y a beaucoup de médecine chinoise, de médecine autres, qui ont d'autres points de vue, qui sont millénaires. Donc pourquoi ceci n'existerait pas? Ce n'est pas parce qu'on n'a pas prouvé quelque chose que ça n'existe pas. C'est deux choses différentes. À un moment donné, on pensait que les ultrasons n'existaient pas et que les infrasons n'existaient pas. Bon, on a eu tort. On pensait que la Terre était plate. On a eu tort. Les médecins pensaient que l'asepsie des mains ne servait à rien, qu'il n'y avait pas de microbes. On a eu tort. Ainsi de suite. La science est faite de découvertes sur des choses où l'on pensait que ça n'existait pas. Donc avoir cette attitude-là, quand on connaît un peu l'histoire de la science, je ne comprends même pas. Prudent de sa part, c'est vraiment ce qu'on attend de la part d'un prix Nobel. Dans les années qui suivent, on ne voit pas beaucoup de travaux sortir. 2 brevets sont déposés en 2011 et en 2012. Et ça ne constitue pas une preuve de l'efficacité de la méthode. On n'a jamais dit que c'était une preuve. Par contre, ça peut prouver que le professeur Montagnier y croit. Quand on dépose un brevet, j'ai déjà essayé de déposer un brevet, c'est assez long, c'est assez difficile, ça coûte beaucoup d'argent, surtout si on veut le protéger au niveau mondial. Ça demande beaucoup de compétences et beaucoup de temps. Donc pour moi, c'est justement une preuve que le professeur Montagnier croit à ce qu'il fait. Sinon, il n'aurait pas déposé de brevet. Un papier en 2011, un autre en 2015. Avant le papier de 2015, cette expérience a eu la primeur des médias avec une émission de France 5 réalisée en 2013 et diffusée en 2014 et intitulée « On a retrouvé la mémoire de l'eau ».
s'agit d'une expérience absolument sidérante. Dans notre corps, Pourquoi rajouter un petit interlude avec le changement de prise de vue voilà, pour moi, là, on est dans la manipulation. On est clairement dans la manipulation, on change de prise de vue, on infiltre quelque chose dans la vidéo au lieu d'être rigoureux. C'est pour ça que ça peut m'arriver de bafouiller, je préfère le faire en direct, je ne rajoute rien, c'est plat, c'est concis, et voilà, c'est tout. Là, je trouve qu'on est vraiment dans la manipulation. des cellules en division peuvent copier leur ADN à l'aide d'une batterie d'enzymes. La plus importante, c'est l'ADN polymérase. Elle se colle sur l'un des brins, prend des acides nucléiques autour d'elle et va compléter, comme ça, la séquence initiale, de manière à reformer une double hélice. Donc ça, c'est le procédé pour analyser l'ADN. Vous allez voir, c'est très bien expliqué dans la vidéo sur le reportage sur Monsieur Montagnier. C'est très bien expliqué dedans. Cette enzyme ne sait fonctionner qu'en se collant à un substrat. C'est exactement ce qu'ils disent. Donc c'est le laboratoire Benevento, Université Benevento, qui est une très bonne université réputée en Italie. Et donc il n'y a pas que le professeur Montagnier dans cette expérience. Il y a aussi une deuxième université avec plusieurs chercheurs. Et le chercheur qui récupère les résultats de Monsieur Montagnier par un envoi de son par Internet va réussir à reproduire l'ADN. C'est très bien démontré dans le reportage. Il arrive à reproduire l'ADN qui est à 98% le même que l'ADN au départ de Monsieur Montagnier. Donc apparemment ça marche. Donc il faudrait qu'il y ait plusieurs chercheurs, plusieurs universités de renom qui mentent. Ça me paraît pas très crédible. Je répète, il faut un ADN qui fasse office de matrice pour qu'elle fonctionne. Ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas le procédé que ça n'existe pas. Voilà, l'effet placebo existe, on ne comprend pas le procédé. Pourtant, ça existe bien. Ce n'est pas parce que la science n'est pas encore capable d'expliquer quelque chose que ça n'existe pas. Or, pour ce monsieur qui a pour moi le syndrome du premier de la classe, si ce n'est pas prouvé, ça n'existe pas. À une autre époque, on lui aurait dit que la Terre était ronde, il aurait pendu les gens. Voilà, ça pour moi c'est ce type de personne. Je me répète, mais Tellement imbu de sa personne que, voilà, si ce n'est pas prouvé, ça n'existe pas. c'est important. En biophysique, on connaît parfaitement les forces d'interaction entre l'ADN et les En domaines biophysique, on fait des découvertes nouvelles tous les jours qui infirment ce qu'on avait découvert avant. de cette protéine. Elle est très étudiée, elle est très connue, donc ce n'est pas du tout mystérieux ce qu'il se passe. La Terre était plate, c'était très étudié, c'était pas du tout, et pourtant c'était faux. Le tour de force absolument renversant qu'ont réussi ces chercheurs est le suivant. D'abord, ils préparent une haute dilution d'ADN du virus du sida. Dès la première étape, ils filtrent pour évacuer l'ADN et on obtient une solution sans soluté. Et ils continuent à diluer. Alors j'ai regardé le reportage de Monsieur Montagnier. Sur Monsieur Montagnier, il ne filtre pas. En fait, ils prennent un petit tube avec de l'eau et de l'ADN dedans de la personne qui a le sida. Ils le mettent dans un tube à essai et ils le rajoutent 9 mesures d'eau. Et ils font ça plusieurs fois pour arriver à une telle dilution qu'il n'y ait plus d'ADN dans le tube. Il n'y a plus que de l'eau. On a donc une haute dilution sans soluté. L'équipe utilise alors la machine de Benveniste pour enregistrer. C'est pas la machine de Benveniste, c'est juste un microphone qui enregistre le son, en fait, l'onde qui est émise par l'eau, alors que normalement l'eau n'a pas d'onde. Mais là, ils enregistrent bien quelque chose. Donc déjà, il y a une contradiction. Vous absolument regardez le reportage que je mettrai en dessous sur Monsieur Montagnier et vous comprendrez beaucoup mieux les choses. Et vous comprendrez beaucoup mieux l'imposture de cette personne. Enregistrer le signal électromagnétique qui est émis par cette solution. Ce signal, qui dure 6 secondes, est codé dans un fichier en point wave, un fichier son. Et on l'envoie par... Il n'est pas codé, c'est juste que ce signal est transmis par ce signal, comme ce sont des ondes, devient un fichier wave, un son, et il est transmis à un autre ordinateur, il est transmis à son collègue l'université Benevento en Italie, réputé pour la qualité de son laboratoire de biologie moléculaire. Donc un grand institut en Italie. Un mail dans un laboratoire italien. Sur place, Ça, il ne le précise pas. Que c'est un grand laboratoire très réputé, ça, il ne le précise pas. ils émettent le signal via une bobine vers un tube au milieu qui contient Regardez, il y a toute l'expérience qui est filmée et qui est montrée dans le documentaire.
Voilà, donc c'est juste une petite bobine, c'est rien. C'est l'inverse d'un microphone, on va dire. Et ils envoient cette onde dans l'eau, dans le tube d'eau qui est à l'intérieur. Vient uniquement de l'eau. Et cela pendant 1 heure. Enfin, dans ce tube d'eau pure exposé à un signal électromagnétique, on ajoute une goutte d'enzyme et une goutte d'acide nucléique individuelle qui pourront être utilisées par l'enzyme pour reconstituer une double hélice, pourvu qu'elle ait une matrice. On place l'ensemble dans un appareil. Alors normalement, c'est ce que disent dans le reportage sur Monsieur Montagnier, normalement il ne devrait rien se passer, puisque avec cette enzyme, il faut qu'il y ait de l'ADN pour qu'il y ait une réaction. Donc quand ils ont essayé la première fois, ils se sont dit, il ne va rien se passer. Et en fait, ils ont eu un résultat d'ADN. Regardez le documentaire sur le docteur Montagnier, c'est hallucinant ce qui se passe, et je ne pense pas que cette université et les universitaires qui travaillent dessus, les professeurs, mentent. Donc regardez ce reportage. Du PCR, D'ailleurs, vous remarquez qu'il n'a pas mis le reportage dessous. Moi, je vais vous le poster, le reportage. qui est basiquement un four sophistiqué pour aider l'enzyme à faire des copies par millions de l'ADN de départ. Et on attend. Or, je vous rappelle qu'il n'y a pas d'ADN dans le tube, selon l'article. Donc, c'est bien ce qui prouverait, puisque les chercheurs en Italie ont un résultat et arrivent à reproduire l'ADN. Donc, il y a bien un phénomène qui n'est pas expliqué. Si l'ADN peut sortir de cette machine en étant traduit, grâce à cette enzyme, alors qu'il n'y a que de l'eau, donc c'est bien qu'il y a une mémoire de l'eau, et ça le prouverait. Mais là, ça lui arracherait la bouche de le dire. De publier, le tube final contient pourtant bel et bien de l'ADN. Et après avoir vérifié, les auteurs affirment qu'ils... Non, le tube final ne contient toujours pas d'ADN. Ils ont réussi avec la machine à réécrire un ADN. Mais dans le tube, il y a toujours de l'eau. savent que cet ADN reconstitué à la fin est le même que l'ADN viral À 98%. du début. Ceci est un résultat absolument incroyable. Si c'est vrai, Incroyable. Hein. Donc le champ lexical, encore une fois. c'est l'expérience la plus importante du siècle. Alors on peut Exactement, ça rendrait les médicaments gratuits. dire que c'est pour ça qu'il y a eu une émission de télé dessus, parce que c'est important. Oui, mais c'est pas la télé qui décide d'invalider ou de valider une théorie. C'est pas... On n'a jamais dit que c'était la télé, le professeur Montagnier n'a jamais dit que c'était la télé. Donc encore une fois, quel rapport avec la télé? C'était juste un reportage sur les expériences du docteur Montagnier. Quel rapport avec le fait d'invalider ou pas une expérience? Comme ça que ça marche. C'est un résultat qui est impossible compte tenu des connaissances établies aujourd'hui. Et alors, ce n'est pas parce que c'est un résultat impossible que, je vous ai expliqué 10 000 fois dans cette vidéo, qu'il y a plein de résultats qu'on considérait comme impossibles. La physique quantique, il y a quelque temps, on disait que ça n'existait pas, que c'était n'importe quoi, et maintenant, tout dépend de la physique quantique. Donc, la science, dans l'histoire, est faite de choses qui étaient impossibles et qui ont révolutionné, qui sont devenues possibles. Donc, ou il n'a aucune culture historique scientifique, ou alors il est malhonnête, mais il y a quelque chose là. Ou alors il a le syndrome du premier de la glace. Je vous mettrai la vidéo de Idriss Adberkan aussi dessous pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle quand je parle du syndrome du premier de la classe. Possible, c'est soit une révolution, Et Idriss Adberkan est quand même quelqu'un qui avait 4 doctorats à 29 ans. Donc, c'est pas n'importe qui. soit une grosse bourde. Une grosse bourde, je vous signale que le professeur Montagnier est quand même prix Nobel et qu'il a mis tout ce qu'il fallait pour que ces expériences respectent le côté double aveugle, qu'il y ait des tubes à essai vides, qu'il y ait des... Voilà, il a fait, vous verrez dans le reportage, il a tout fait pour respecter l'anonymat des tubes, pour qu'on ne puisse pas savoir en Italie quel tube contenait quelque chose ou non. Voilà, il a tout fait pour que, dans les règles de l'art de la science. Donc ce qu'il dit encore pour moi est faux. Et apparemment, la presse scientifique a appris à se méfier de M. Montagnier et de l'équipe de Benveniste. C'est trop gros, c'est juste trop gros pour y croire. C'est trop gros pour y croire, mais on n'est pas dans la croyance. On est dans une expérience scientifique qui démontre quelque chose, c'est pas parce qu'on n'a pas encore les explications que ça n'existe pas. Pourquoi il parle de croyance? On n'est pas dans la... On croit pas là. Il faudrait qu'une autre équipe indépendante reproduise ces résultats. Depuis 2015, ça n'est pas arrivé. Et 2005 même, parce que c'est en 2005 que ce résultat a été obtenu par la... Si c'est arrivé, le professeur Montagnier a refait les mêmes expériences
dans un contexte vraiment précautionneux au point de vue de la méthodologie scientifique, et il est arrivé au même résultat. Donc quand il dit que ce n'est pas reproduit, le professeur Montagnier, prix Nobel, a reproduit ces résultats. Donc ce qu'il dit est faux. Pour la première fois, si l'on en croit M. Montagnier. Dans une interview pour le journal Science en 2010, Luc Montagnier affirme qu'il sait que des chercheurs ont reproduit les résultats de benveniste, mais n'osent pas en parler à cause d'un climat de, je cite, terreur intellectuelle. C'est le cas, c'est la même chose que ce que je vous disais, le médecin qui a dit que l'asepsie des mains était très importante pour l'accouchement, il a été interné en hôpital psychiatrique. Donc, quand la science ne croit pas à quelque chose, vous êtes totalement excommunié. Votre carrière est finie. Vous verrez dans le reportage que la première personne qui a fait les recherches sur la mémoire de l'eau, il avait 2 étages dans un beau bâtiment au départ et on l'a sorti, il a fini ses expériences dans un Algeco avec une caravane. Parce qu'on l'a excommunié de la communauté scientifique. Et c'est ce qu'il essaye de faire au professeur Montagnier. Donc il reproche quelque chose qu'il est en train de faire. C'est-à-dire qu'il est en train de tout faire pour excommunier le professeur Montagnier, pour le décrédibiliser depuis le premier mot de sa vidéo. Et il ne comprend pas pourquoi des chercheurs auraient peur de parler de l'expérience qu'ils ont faite. Ben, voilà pourquoi des professeurs auraient peur, même un prix Nobel est décrédibilisé par un petit youtubeur. Donc vous comprenez que la doxa intellectuelle est tellement puissante que voilà pourquoi des chercheurs auraient peur. Il en est la preuve lui-même. C'est impressionnant. Mais ça, apparemment, c'est hors de sa logique. On est là dans le registre de la rumeur. Non, on n'est pas là dans le registre de la rumeur. Tu es en train de prouver ce que tu dis. Que la doxa est tellement puissante qu'on peut avoir peur de sortir quelque chose de nouveau. Nous avons un prix Nobel. Surtout quand on sait que ça ruinerait l'industrie pharmaceutique et quand on connaît la puissance de ce lobby. Qui nous dit que ses collègues chercheurs sont des lâches ou des gens fermés. Vous avez un très bon exemple qui est le reportage sur Monsanto, qui montre les méthodes de Monsanto pour décrédibiliser avec des campagnes de terreur, des campagnes de faux mails, des campagnes de décrédibilisation de grands professeurs, parce qu'ils sont allés à l'encontre des OGM. Et que Monsanto était tellement puissant qu'ils ont réussi à faire perdre des chairs à des grands professeurs par des manipulations, avec des faux messages, avec des fausses théories, avec des complots et compagnie. Donc vous pouvez regarder Le Monde de Monsanto, qui est un très bon reportage qui explique très bien la terreur intellectuelle qu'il peut y avoir et la terreur physique, même les menaces qu'il peut y avoir quand on s'attaque à Big Pharma. Et bien sûr, un certain nombre de gens sont très heureux de l'entendre dire des choses qu'ils croient déjà eux-mêmes. Avec tout ce qu'on a vu auparavant, faut-il s'étonner que les gens restent sceptiques? On devrait voir les auteurs de tels travaux redoubler d'efforts pour convaincre tout le monde, demander des critiques, des confirmations, faire des collaborations. C'est ce qu'ils ont fait pendant des années, et ils ont été tellement décriés, on les a tellement mis au banc de la science, au banc de la société, qu'à un moment donné, tu finis par faire tes recherches tout seul. Redoubler d'efforts et de prudence pour répondre aux critiques. Or, c'est pas vraiment ce qu'on voit. C'est ce qu'ils ont fait. Si vous regardez le reportage sur le professeur Montagnier, vous allez voir qu'il est extrêmement rigoureux dans sa méthodologie, justement pour qu'on ne puisse pas critiquer son expérience. Mais vous avez remarqué qu'à aucun moment, il critique la surface, mais il ne critique pas le fond. Il ne va pas, par exemple, aller voir s'il y avait des erreurs dans la méthodologie du professeur Montagnier. Il ne va pas parce qu'il ne peut pas. Il n'y en a pas. Le professeur Montagnier, prix Nobel, était tellement méticuleux qu'il n'y a pas d'erreur dans sa méthodologie. Donc il l'attaque sur la forme, mais pas sur le fond. Encore une fois, pour moi, c'est carrément de la malhonnêteté intellectuelle. Montagnier n'exprime aucun doute sur cette thèse, il a bien le droit, ni le désir de convaincre réellement ses collègues chercheurs. Quand vous avez essayé de le faire pendant des années, à un moment donné, vous n'essayez plus de convaincre, vous avancez. Il va plutôt convaincre le tout venant, les gens du public. Et sur... Le tout venant, mais quel... Le tout venant en architecture, le tout venant, c'est les cailloux de base, c'est la merdouille qu'on trouve au sol. Hein. Donc le tout venant, vous comprenez, le peuple, comme moi, on est le tout venant. Hein. Lui, c'est un zététicien, vous comprenez, il est intelligent. Et le tout venant, hein, les gens ne comprennent rien. Je trouve ça mais d'un mépris, mais total. Surtout, il passe à la pratique, directement. Et alors, il passe à la pratique, ça fait des années qu'il travaille sur la théorie, pourquoi il ne passerait pas à la pratique quand il est sûr de son fait, quand il est sûr de ses expériences qui ont été faites dans une rigueur intellectuelle totale? Je ne comprends pas.
Encore une fois, vous voyez, là, la mimique, le sourcil levé. Pour quelqu'un qui se dit particulièrement rigoureux dans ses analyses, je trouve ça carrément hallucinant de sa part. Rien à foutre. Luc Montagnier est le... En plus, rajouter un champ lexical particulièrement bas, comme ça, venant de quelqu'un qui se dit érudit, je sais pas, moi en tant que professeur, j'ai jamais utilisé ce genre de langage devant mes élèves. Quand on tient une chaîne de sciences comme la sienne, je vais même pas répéter ce qu'il a dit parce que ça, pour moi ça se fait pas dans ce cadre-là. Le PDG de la société Nalectis, qu'il a créée en 2006, et qui vend des tests diagnostiques. Depuis 2016, cette entreprise, qui emploie Jamal Aïssa... Encore une fois, même le petit bruit. Et où c'est le problème? Il a un collaborateur avec qui il travaille depuis des années, qui va travailler dans la société qu'il a créée. Où est-ce qu'il y a un gros problème? Pourquoi ce Jamal Aïssa lui pose tant de problèmes? Ça voudrait dire qu'il insinue quoi? Que cette personne est un tricheur? Que cette personne est un menteur? Là, on est dans l'insinuation totale. En plus, vous avez vu la manipulation par les petits bruits? Ça, c'est de la manipulation. Prétend notamment pouvoir vous dire, par lecture électromagnétique de votre sang, Prétend, non, c'est sa thèse, il croit à sa thèse, et pour lui, il le met en application parce qu'il pense que ça marche, et qu'à un moment donné, il ne va pas attendre de convaincre les autres pour mettre en application. Le docteur qui a découvert l'asepsie, désolé, je ne me rappelle plus de son nom, je le mettrai en commentaire sous ma vidéo, a commencé à mettre en pratique sa théorie, et c'est comme ça qu'il a pu, dans l'hôpital où il travaillait, et c'est comme ça qu'il a pu faire diminuer les morts à l'accouchement et les problèmes d'infection à l'accouchement, et c'est comme ça qu'il a pu prouver en le mettant en pratique que sa théorie était la bonne. Donc ça a même marché dans l'histoire de mettre en pratique pour prouver que sa théorie est la bonne. Donc vous voyez que ce qu'il dit n'a aucun sens. si vous êtes atteint d'une maladie de Lyme chronique. Ah merde. On continue. Bravo Luc, c'est super éthique. Alors là, venir faire alors, ce petit youtubeur qui se permet devant un grand professeur et qui n'a même pas de respect, qui se permet de l'applaudir en se foutant de sa figure, excusez-moi, j'allais dire, vous voyez, tellement il m'énerve, et dire bravo Luc en se moquant de lui, mais, mais un minimum de respect, quoi. Un minimum de respect dans ton travail. Il n'y a rien à redire, c'est vraiment parfait. Et il se moque de lui, et il va répéter prix Nobel en se moquant de lui. Mais il est qui? Il a un doctorat? Il a quelque chose? À part sa blouse blanche dans ses vidéos, il a quoi? Il n'y a même pas son nom sur les vidéos. C'est hallucinant. Nobel, champion du monde. Champion du monde. Vous imaginez jusqu'où il va? Champion du monde. Le découvreur du VIH. Je n'irai pas plus loin, sinon je risque d'employer un champ lexical très dépréciateur pour cette personne. Le diagnostic n'a à ce jour aucune valeur scientifique. Et éthiquement, ça soulève des questions très sérieuses, parce que ces diagnostics ne sont pas bon marché. Mais surtout, revenons-en à l'homéopathie. Après tout, si... Bon voilà, je vais couper ici, puisque mon sujet c'était le professeur Montagnier et le fait qu'il est décrédibilisé. Voilà, moi j'ai été soigné par l'homéopathie pour plus d'une chose. Je ne sais pas si ça marche, je ne sais pas si c'est un effet placebo, je n'ai pas de réponse. Comme à beaucoup de choses en science, on n'a pas de réponse. Et c'est pas pour ça que ça n'existe pas. Voilà. Donc je vais vous mettre en dessous de cette vidéo le reportage sur le professeur Montagnier qui est particulièrement intéressant, regardez-le. Je vais vous mettre aussi Idriss Adberkan, sa conférence qui est un peu longue, elle fait 3 heures, mais j'ai appris beaucoup de choses avec cette conférence. Et je vais vous mettre une deuxième vidéo de Idriss Adberkan où il parle du problème actuel. En fait, au départ, je voulais faire cette vidéo pour aussi en relation avec ce qui se passe avec le professeur Montagnier, Didier Raoult, parce que je pense que ça explique bien le phénomène actuel et le problème de la science actuelle. Idriss Adberkan l'explique mieux que moi, qui est le phénomène du premier de la classe, et après plein d'autres phénomènes, dont aussi les conflits d'intérêts dont est perclus nos grandes institutions. Voilà. Et c'est un peu ce qui se passe sur le problème de la chloroquine pour moi actuellement. Je n'ai pas dit que la chloroquine marchait, mais pourquoi on se permet d'attaquer à ce point un médicament qui ne va pas rapporter d'argent à l'industrie pharmaceutique, sur lequel on ne peut pas accuser Didier Raoult d'avoir de conflit d'intérêts parce que ça ne va pas lui rapporter d'argent ni à lui ni au laboratoire. Et pourquoi on ne fait pas d'essai alors que ce médicament a été prescrit à plus d'1 milliard de personnes dans le monde, il était donné sans ordonnance,
jusqu'au 13 janvier de cette année, et puis d'un coup il est passé comme poison. Ça aussi, ça me paraît douteux. Il y a sans doute des affaires de lobbying derrière, surtout quand on sait qui est le mari d'Agnès Buzyn et toutes ces affaires-là. Donc voilà, ça me paraissait très intéressant par rapport au phénomène actuel, qui est qu'on peut décrédibiliser quelqu'un alors que le professeur Marseillais est un des plus grands dans son domaine au monde, pareil que le docteur Montagnier. Voilà. Et des personnes qui viennent sur le plateau, qui ont des conflits d'intérêts, qui sont juste des médecins de ville, je n'ai rien contre les médecins de ville, mais se permettent de critiquer des gens sur la forme et non pas sur le fond, sur une méthodologie, alors qu'il n'y a pas que ça, et que des fois les méthodologistes ont peut-être tort, les zététiciens ont peut-être tort. On a prouvé dans le passé que plein de choses étaient, a posteriori, étaient fausses. Donc voilà, je pense qu'il faut être, ne pas être un but de sa personne, rester ouvert. Idriss Aberkan en parle très très bien. Si vous pouvez aller voir ces vidéos, je vous remercie. Voilà. J'espère que vous avez aimé. Si ça vous plaît, tant mieux. Si vous avez des critiques, je les recevrai avec grand plaisir. Nul ne peut s'extirper d'avoir des critiques et ça sera le bienvenu. J'espère juste qu'elles sont construites, que ça ne sera pas des attaques personnelles, que ça ne sera pas des sophismes. Essayez d'avoir des critiques construites. Si c'est pour dire des raccourcis en disant t'es idiot, t'es un abruti ou des choses comme ça, ce qu'on voit surtout souvent sur internet, je vous rappelle que ce n'est pas une critique. Voilà, une critique c'est quelque chose de construit avec des arguments. Je vous remercie beaucoup, au revoir.